Vous écoutez Crime Story, Sarkozy et mon gros loup, l'incroyable histoire d'un chantage, 2e et dernier épisode. Depuis le mois de décembre 2003, un mystérieux groupe fait chanter le ministère de l'Intérieur, en menaçant de poser des bombes sur les voies ferrées de la SNCF. Alors que l'information n'a pas fuité dans la presse, la place Beauvau tente de négocier en toute discrétion, en communiquant avec le groupe par petites annonces interposées dans le journal Libération. Le mardi 24 février 2004, quelques heures après la parution d'une nouvelle annonce dans Libération, le téléphone sonne place Beauvau. Pour la première fois, quelqu'un appelle sur la ligne dédiée à cette affaire et dont le numéro était à chaque fois accolé au message signé Suzy, le pseudonyme du ministre de l'Intérieur. Un enquêteur décroche et découvre la voix d'un des membres du groupuscule terroriste. C'est une femme qui passe l'appel. Elle ne dit que quelques mots et demande au ministère de se dépêcher. Rapidement, les policiers identifient que l'appel a été passé depuis Paris. Quelques jours plus tard, cette ligne sonne une nouvelle fois. La même voix féminine appelle cette fois-ci de Meaux, en Seine-et-Marne. Elle propose un nouveau lieu pour la remise de rançon, l'aérodrome de Vélizy-Villacoublay, dans un département voisin, les Yvelines. Le ministère accepte. La remise de rançon doit avoir lieu la semaine du 1er mars. Lundi 1er mars, à l'aube, les agents de Beauvau se tiennent prêts. Mais le groupuscule ne se manifeste pas. Ce n'est qu'en toute fin d'après-midi que la ligne dédiée sonne une 3e fois. À l'autre bout du fil, c'est toujours la même femme qui s'exprime. Et elle précise le plan. L'hélicoptère du ministère de l'Intérieur contenant la rançon devra partir le jour même, en direction du Loiret. À la demande des maîtres chanteurs, 4 millions de dollars et 1 million d'euros sont donc placés dans 5 sacs distincts. L'appareil doit se poser dans un premier temps sur le tarmac de l'aérodrome de Montargis-Vimory, dans le Loiret, pour récupérer d'autres instructions. Sur place, les policiers découvrent un message leur demandant de se rendre à quelques kilomètres de là et de déposer l'argent sur une bâche bleue prévue à cet effet. Mais à l'endroit défini, ils ne trouvent pas la bâche. Damien Delceni, à ce moment-là, l'information n'a pas encore fuité dans les médias. Alors, pas encore, même si un certain nombre de journalistes sont au courant qu'un chantage est en cours. Alors, c'est un peu nébuleux. On sait qu'il y a un groupe qui menace l'État. On ne connaît pas exactement les détails de l'affaire, mais en tout cas, tout ce qu'on nous a dit à l'époque, tout ce qu'on dit aux journalistes à l'époque, c'est surtout de ne pas ébruiter l'affaire, de ne pas faire paraître de papier, d'articles sur la question, parce que l'affaire est jugée extrêmement sensible et que celui ou celle qui publierait un article mettrait en danger un certain nombre de personnes. Le lendemain, le mardi 2 mars, les policiers trouvent enfin la fameuse bâche bleue. Oui, elle est dans un champ qui longe l'autoroute A77 au niveau de la commune de Bois-Morand-les-Choux dans le Loiret. Alors, les policiers disent qu'à cause de la nuit tombante la veille, ils ne l'ont pas trouvée, mais elle avait bien été mise en place, une bâche accrochée d'ailleurs dans le sol, fixée au sol avec des piquets de tente, des sardines comme on dit. Et donc le rendez-vous a été manqué et ils n'ont plus de contact, les enquêteurs, avec le groupe AZF à ce moment. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur envoie une note aux rédactions françaises. Oui, parce qu'il a compris qu'un nombre croissant et important de journalistes sont au courant de l'affaire et il suggère par écrit à la plupart des rédactions de France de taire cette information selon laquelle ce groupe AZF menace de commettre un attentat. La note dit plusieurs choses. Elle dit pour d'évidentes raisons de sécurité, il serait préférable qu'aucune information ne soit rendue publique avant le dénouement de l'affaire. Le ministre de l'Intérieur explique plus loin que des contacts ont été établis avec le groupe AZF. Il faudrait que la presse soit discrète afin de ne pas gêner ces contacts et fait appel en quelque sorte au sens des responsabilités des journalistes. Aux Parisiens, on est au courant de l'essentiel de l'affaire depuis la veille. Oui, mais on est assez convaincu par les arguments, alors pas du ministre de l'Intérieur lui-même, mais par ceux des enquêteurs qui travaillent sur le dossier et qui nous expliquent à la fois la sensibilité, le côté très complexe de cette affaire avec un groupe qu'on n'arrive pas vraiment à cerner, dont on sait qu'ils peuvent être dangereux, on ne sait pas s'ils sont nombreux, on ne sait pas quel est exactement leur pouvoir de nuisance et on conclut qu'il faudra sans doute attendre avant de sortir des papiers, en tout cas attendre que l'affaire soit terminée ou beaucoup mieux cernée, et on décide de ne rien publier sur le sujet pour l'instant. Seule la Dépêche du Midi va prendre une décision différente. On en revient au début de ce récit, et à la publication
le mercredi 3 mars, de l'information en une de la Dépêche du Midi. Menace d'attentat sur le Toulouse-Paris, un groupe exige une rançon de 6 millions d'euros. Nicolas Sarkozy réagit. « Je regrette qu'un seul journal se soit distingué en prenant l'initiative de publier cette information. » Interrogé par l'AFP, le rédacteur en chef de la Dépêche du Midi répond que les journaux n'ont pas à prendre leurs consignes du ministre de l'Intérieur. D'autant que selon lui, ainsi que selon certains experts du dossier, le fait de sortir cette information n'était pas de nature à compromettre l'enquête. Les policiers en charge de l'affaire, eux, auraient préféré continuer à agir dans la discrétion. Peu importe. Maintenant que le grand public est alerté, la donne a changé. Au moment même où cette information sort dans la presse, une nouvelle annonce du ministère de l'Intérieur paraît dans Libération. « Mon gros loup, pas vu ton foulard bleu, fais-moi signe, Suzy », en référence à la bâche bleue que les policiers ont trouvée trop tard. Chaque année, la SNCF transporte 1,1 milliard de voyageurs, ce qui équivaut à plus de 3 millions par jour. L'enjeu est énorme. Dans l'après-midi du mercredi 3 mars, Louis Gallois, le président de la SNCF de l'époque, annonce un dispositif de vérification de quelques 32 000 km de voies empruntées par des trains de voyageurs ou de marchandises. Et il se veut rassurant. Nous prenons les mesures qui nous paraissent les plus rationnelles, les plus efficaces pour assurer la sécurité des voyageurs et nous considérons que cette sécurité est assurée. Le ministère semblait avoir l'assurance que rien ne sauterait et nous a demandé d'observer la plus grande discrétion, ajoute-t-on à la SNCF. C'est pourquoi nous n'avons mis en place dans un premier temps que des mesures légères. Damien, comment réagit le grand public à cette affaire ? La SNCF ayant annoncé que les 32 000 km de voies ferrées avaient été vérifiés, ça rassure un tout petit peu le grand public, mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'on est à ce moment-là un peu moins de 2 ans après les attentats du 11 septembre à New York. Donc il y a quand même toujours une menace terroriste qui plane. Ce groupe, on ne sait pas exactement quels sont ses contours. Donc il y a une inquiétude, mais il y a à la fois des pouvoirs publics et des autorités qui essaient de rassurer tout le monde. À partir du moment où l'information est publiée dans la presse, le ministère de l'Intérieur n'entend plus parler de « mon gros loup ». Oui, la police a semble-t-il perdu tout contact avec les membres du groupe. Alors évidemment, l'affaire ne s'arrête pas pour autant, ils essaient toujours de les identifier, de les retrouver, et il leur apparaît finalement que les dénonciations politiques qui étaient faites dans les messages servaient essentiellement, selon eux, à masquer des intentions beaucoup plus crapuleuses en réalité. Les policiers pensent que ce groupe, il veut avant tout de l'argent. Comment est-ce que les enquêteurs essaient de retrouver les membres de ce groupe AZF ? Par des techniques relativement simples. En réalité, ils vont essayer à partir des éléments qu'ils ont, notamment de l'engin explosif qu'ils avaient découvert, de remonter jusqu'à des personnes qui pourraient avoir acheté un certain nombre de matériaux, que ce soit les boîtes les boîtes Tupperware, mais qui sont vendues à des dizaines de milliers d'exemplaires, mais aussi le ruban adhésif qui était autour pour les éléments de fabrication d'explosifs. Ils vont aussi se mettre sur la piste d'une camionnette blanche qui a été aperçue par les policiers tout près de l'aéroport de Vimory dans le Loiret. C'était l'endroit où devait avoir lieu forme d'escale lors de la remise de rançon. Cette camionnette, elle a été repérée dans les alentours de l'aérodrome, donc elle est également recherchée. 10 jours plus tard, AZF, le groupe, va se manifester une nouvelle fois après un événement dramatique. Le jeudi 11 mars 2004 au matin, c'est l'heure de pointe dans le métro qui quadrille la ville de Madrid. Entre 7h32 et 7h39 précisément, des bombes explosent dans 3 gares et dans un train de la capitale espagnole. Bilan total, 191 morts. Al-Qaïda ou ETA, la question est toujours sans réponse. 48 heures après la série d'attentats dans les gares madrilènes, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. De nouveaux éléments ont été découverts. Al-Qaïda revendique l'attaque. C'est l'attentat le plus meurtrier en Europe depuis 1988 et l'explosion au-dessus d'un village écossais d'un avion faisant la liaison entre Londres et New York. Alors que l'Espagne pense ses plaies, l'Élysée et le ministère de l'Intérieur reçoivent un nouveau courrier du groupuscule qui se définit comme terroriste mais qui n'a rien à voir avec l'attentat de Madrid. AZF demande à nouveau que la police se tienne prête à livrer de l'argent par hélicoptère. Cette fois-ci, le montant de la rançon est encore plus important. Toujours 4 millions de dollars, et non plus 1, mais 2 millions d'euros.
Le vendredi 12 mars, en Seine-et-Marne, les policiers se tiennent prêts à livrer les sommes réclamées. Mais un brouillard dense ne permet pas le décollage de l'hélicoptère supposé transporter l'argent. Les enquêteurs eux-mêmes hésitent sur le réel sérieux de la situation. Il nous est très difficile de savoir si nous avons affaire à des gens qui tentent un énorme coup de bluff pour ramasser quelques millions, ou si les bombes qui sont évoquées dans les courriers existent toutes, glisse un proche de l'affaire aux Parisiens. Il peut très bien s'agir de personnes qui prennent simplement plaisir à déstabiliser les autorités. Après ce deuxième rendez-vous manqué, le groupe AZF ne donne plus suite, comme la première fois. 12 jours plus tard, le mercredi 24 mars, vers 12h30, un agent de la SNCF découvre dans l'Aube, près du village de Montier-Ramé, un engin explosif sur la voie qu'emprunte le train reliant Paris à Bâle, en Suisse. Mais le dispositif ne correspond pas à ce qui avait été annoncé par le groupe AZF. Le jeudi 25 mars, le groupuscule adresse un nouveau courrier au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée. Soufflant le chaud et le froid, l'auteur de la missive annonce qu'il n'y a plus, à ce jour, de bombes en état de fonctionner sur le réseau ferré français. Et que fort de l'expérience acquise ces dernières semaines et désormais conscient de ses faiblesses technologiques, logistiques et autres, AZF suspend son action durant le temps nécessaire pour y remédier. La durée de la trêve n'est pas précisée. Mais le groupe réaffirme vouloir encaisser les montants réclamés depuis plusieurs semaines. Lorsque nous le demanderons, payez donc sans façon et n'en parlons plus, écrit l'auteur anonyme. Sinon, la France surpassera sans gloire les tristes records espagnols. Après cette référence glaçante aux attentats de Madrid, la lettre se termine par un énigmatique « Sans rancune et à bientôt ». Damien, comment réagissent les autorités en recevant ce courrier ? Il est quand même extrêmement déstabilisant, ce courrier. On a un groupe qui déclare une forme de trêve alors qu'il n'a pas perçu la rançon qu'il avait demandée, mais qui prend rendez-vous pour l'avenir en disant que quand ils se réactiveront, il faudra leur payer cette rançon, sinon cette fois les menaces seront mises à exécution. Donc il y a une forme de jeu assez pervers qui se met en place, mais qui à la fois est inquiétant et à la fois on se dit c'est pas sérieux, ces gens-là ne sont pas sérieux. Mais évidemment, les policiers continuent leur enquête pour essayer d'identifier ce groupe et ses membres. Il y a plusieurs personnes qui vont être placées en garde à vue brièvement sur des vérifications. Il y a une personne dont on va trouver l'ADN dans une cabine téléphonique de Seine-et-Marne, depuis laquelle avait été passé un des coups de fil. Cette personne était connue pour un certain nombre d'infractions. On va le placer en garde à vue, mais on va se rendre compte très vite que c'est pas lui. Il y a un autre homme qui va être placé en garde à vue, qui lui a un rôle un peu plus étonnant, mais plus rien n'est étonnant dans cette affaire. C'est un membre du laboratoire central de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire un expert de la police nationale qui manipule un certain nombre de choses et dont on va trouver les empreintes sur les scellés, les engins explosifs qui avaient été saisis sur le bord des voies. Alors, on peut se dire au départ que quelqu'un qui travaille dans un laboratoire qui laisse ses empreintes sur une pièce à conviction, c'est pas très surprenant, mais cet expert en question, à l'époque, il n'est pas censé avoir manipulé ces scellés puisqu'il est expert en informatique. Donc, on va le placer en garde à vue pour essayer de comprendre comment ces empreintes ont pu se retrouver sur cet engin. On imagine alors à ce moment-là que c'est peut-être effectivement un expert de la police nationale qui s'amuse à poser ses charges, mais en réalité, c'est sans doute une pollution d'ADN qui a été faite sur ce scellé. Ce laborantin est mis hors de cause, il est libéré et donc l'enquête elle est un peu au point mort parce que toutes ces gardes à vue sur des suspects potentiels, elles se soldent à chaque fois par une remise en liberté, d'autant que le groupe AZF lui ne donne plus aucun signe de vie. Donc le dernier espoir de la police judiciaire, il réside dans la diffusion de la voix de cette femme qui a toujours participé aux tractations téléphoniques, mais les policiers n'obtiendront jamais l'autorisation du ministère de l'Intérieur pour tenter en fait cette espèce de coup de poker de diffuser cette voix pour voir si quelqu'un la reconnaît. En fait, le mystère sur qui se cache derrière le groupe AZF va durer des années. Oui, alors d'autres courriers de menaces signés vont être envoyés notamment à des groupes industriels français quelques semaines plus tard, mais les enquêteurs penchent plutôt pour une sorte de copieurs qui ont profité un petit peu de la situation pour essayer de gagner un peu d'argent ou de rançonner des entreprises, mais qui sont en quelque sorte engouffrés dans la brèche ouverte par AZF. Finalement, personne n'est inquiété jusqu'à un rebondissement 14 ans après les faits. Oui, à un moment où en réalité, presque tout le monde a oublié cette affaire AZF. Nous sommes le mardi 26 juin 2018
et 2 personnes sont placées en garde à vue, 2 personnes inconnues des services de police jusque-là, un homme de 70 ans et une femme de 56 qui sont arrêtés en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis. Ces suspects vont être confondus, notamment par une empreinte ADN qui est retrouvée sur une des boîtes alimentaires qui servaient d'emballage aux engins explosifs. Mais l'arrestation de cet homme de 70 ans et de cette femme de 56 ans, elle n'a été possible qu'à la suite d'une dénonciation. Le mystère AZF aurait pu rester entier si un homme n'était pas venu se confier en septembre 2017 dans une gendarmerie de Moselle. Il raconte que la mystérieuse correspondante téléphonique, celle qui avait parlé aux enquêteurs en 2004, est son ancienne compagne. Quand il était en couple avec elle, Perrine R. lui avait confié avoir été derrière le mystérieux groupe supposément terroriste, avec Michel D., le patron de l'entreprise où ils travaillaient tous les 3. Le 26 juin 2018, les 2 suspects sont interpellés et reconnaissent les faits. Michel D. admet avoir confectionné les engins explosifs, mais assure que son but n'a jamais été qu'ils explosent. Il explique avoir imaginé cette mise en scène après le placement en liquidation judiciaire de son entreprise afin d'obtenir des fonds pour financer un projet de moteur à eau. Le but était de faire peur aux enquêteurs et d'être crédible, se justifie-t-il. Damien, qui est cet homme? Qui est Michel D? Alors, c'est un ancien chef d'entreprise. Il avait une société qui s'appelait Clairefontaine à l'époque. Alors, rien à voir avec les cahiers. C'était une société qui était spécialisée dans le traitement des eaux. En fait, ce Michel D, c'est un peu un original, un savant fou, quelqu'un qui est intelligent, qui a un niveau d'intelligence plutôt élevé, qui se définit lui-même comme autodidacte et qui se définit aussi comme un inventeur. À l'époque, Michel D avait exposé son projet à son employé Perrine R. Oui, alors Michel D, on l'a dit, il est en proie à des difficultés financières très importantes. Sa société est proche de la liquidation judiciaire et il va, pour financer son nouveau projet qu'il ne peut plus financer lui-même, il va inventer cette histoire de groupe AZF, de groupe terroriste qui ferait pression sur l'État pour obtenir une rançon. Et comme son unique employé presque c'est Perrine à ce moment-là, il va lui exposer le projet. D'ailleurs, il va raconter comment il fait. Il l'emmène le long d'une rivière sur un pont et pendant 1 heure, il lui explique les détails de ce qu'il a imaginé. Et donc, il demande à Perrine son aide. Alors, pas son aide pour confectionner les engins explosifs, mais plutôt pour être une sorte d'assistante qui va d'ailleurs notamment passer les coups de fil ou qui va surveiller les voies SNCF pendant que Michel va poser ses engins explosifs sous le balastre. Et ils ne sont finalement pas considérés comme des terroristes. En réalité, au cours de l'enquête, après les auditions, après les gardes à vue, après les interrogatoires, les juges ont en effet estimé que AZF, le groupe AZF, ne peut pas être considéré comme un groupe terroriste. D'abord parce que leurs intentions étaient avant tout financières, et en fait 100% financières, il n'y avait pas de revendication politique ou religieuse derrière tout ça, que l'objectif de ces membres n'a jamais été de provoquer la terreur, c'était une forme de chantage, de pression pour obtenir de l'argent. Et donc les 2 prévenus ne vont pas comparaître pour des infractions terroristes, mais uniquement pour des infractions de droit commun. La dimension terroriste de cette histoire tout à fait rocambolesque est donc finalement abandonnée. Le mardi 13 février 2023, 19 ans après les faits, Michel D, 76 ans, et Perrine P, 61 ans, comparaissent donc en correctionnel pour association de malfaiteurs et pour des infractions à la législation sur les explosifs. 3 jours plus tard, le vendredi 17 février, ils sont condamnés à des peines de prison ferme, mais qu'ils pourront purger depuis chez eux, sous bracelet électronique. Michel D est condamné à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Sa complice à 3 ans, dont 2 avec sursis. En outre, ils doivent verser à la SNCF 5,8 millions d'euros pour le préjudice matériel et 1 euro symbolique pour le préjudice moral. Ceux qui réclamaient l'équivalent de 6 millions d'euros à l'État français se retrouvent à devoir finalement payer quasiment la même somme qu'ils n'ont en fait jamais touchée. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Pénélope Gualquirotti et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delceny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.